C'est excellent. Ah mec, la carotte dans la raclette, c'est vraiment bon, ouais. Hein, vraiment. J'ai dirigé une quinzaine de personnes en même temps dans mon dernier job dans une des plus grandes entreprises de la tech américaine. Et ces gens que je manageais m'ont confié leurs ambitions professionnelles, leurs ambitions personnelles, mais aussi leurs difficultés, autant dans la vie perso qu'au travail. Je connaissais leurs objectifs, leurs résultats. Je connaissais pas mal de choses sur leur vie. Et moi, je leur ai donné des conseils carrière, je leur ai donné des conseils pour mieux gérer la pression, je leur ai donné des conseils sur l'importance de lever le pied pour garder une bonne santé et de pas être complètement épuisé. Mais je leur ai jamais avoué que tous ces conseils que je leur ai donnés, moi-même, j'en respectais aucun. Je leur disais de prendre soin d'eux, alors qu'au fond de moi, j'étais en train de me détruire tout doucement et que je prenais pas du tout soin de moi. Je leur disais qu'un mauvais résultat définissait pas leur valeur, alors que moi, je mesurais ma valeur à chaque objectif que je réussissais ou que je ratais. Je leur demandais de ne pas sacrifier leur santé pour le travail, et moi j'étais en train de détruire ma santé mentale tout doucement. Puis un jour j'ai disparu. J'ai arrêté de travailler parce que j'avais tout simplement plus la force de continuer. Je pouvais même plus me lever du lit. Du jour au lendemain, ils ont plus de réunions, plus de messages, plus d'appels, plus de moi. J'avais disparu, j'étais plus là. Je suis parti en arrêt de travail pour de longs mois. En fait, ça fait 7 mois que j'ai pas parlé à la plupart d'entre eux. Ils savent toujours pas pourquoi je suis parti en arrêt de travail. Certains ont peut-être compris, mais en tout cas, ils ont jamais eu ma version des faits. Alors cette vidéo, c'est un peu une vidéo pour parler de management et dire ce que j'ai jamais avoué aux gens de mon équipe. Les trucs que j'aurais aimé leur dire, mais qu'en tant que manager, je ne pouvais pas leur dire. Alors je sais qu'ils parlent tous anglais, donc ils trouveront sûrement pas cette vidéo, et en plus s'ils la trouvent, ils comprendront pas forcément quelque chose à ce que je raconte. Mais je voulais quand même parler de ce sujet-là, et la question plus globale que j'avais, c'est est-ce qu'on peut réellement protéger son équipe quand notre propre rôle consiste à lui transmettre une pression que l'on considère déjà comme destructrice. La pression du résultat, la pression de toujours faire plus, parce qu'une entreprise va toujours vouloir augmenter son chiffre d'affaires et augmenter ses profits. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. En tout cas, si on fait un petit bond en arrière, quand on devient manager, on pense qu'on va devenir un peu la personne qui guide, la personne qui donne des conseils, la personne qui crée la stratégie. Et c'est un peu vrai. Dans une grande entreprise, c'est un peu moins le cas. Dans une plus petite entreprise, je pense que c'est un peu plus le cas. Mais c'est pas vraiment non plus toutes les choses qu'un manager doit faire. En fait, le truc le plus important qu'un manager doit faire, c'est qu'il doit comprendre ce que le top management veut et il doit apprendre à communiquer ses décisions auprès de ses équipes. En fait, un manager, ça doit être une excellente courroie de transmission. Et c'est ça la clé, le cœur du job de manager. C'est être une excellente courroie de transmission. Et c'est aussi ça qui est extrêmement difficile pour les managers. En tout cas, ça a été ça qui a été très difficile pour moi. La première chose que je ne leur ai jamais avoué déjà, c'est que je supportais pas autant la pression que j'en avais l'air. C'est marrant parce que les gens de mon équipe disaient que la pression, chez moi, elle glissait sur mes épaules. Je ressentais pas la pression. Il y a même une personne, c'est une des seules personnes qui sait que je suis parti en burn-out, parce qu'elle vit pas loin de chez moi, et je l'ai vue dans un parc. Je lui ai dit ce qui s'est passé, elle m'a dit, elle est tombée sur les fesses, elle m'a dit, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe ça avec toi. Je m'en serais jamais rendu compte. Donc il pensait vraiment que je gérais la pression parfaitement bien. En fait, quand on arrivait dans un meeting, dans les meetings d'équipe, en début de semaine en général, je savais que le manager était un peu la météo émotionnelle de son équipe. Donc je savais que si j'arrivais avec une décision difficile, mais avec la bonne communication et les bons mots, la bonne communication non verbale, l'équipe serait rassurée. Par contre, si j'arrivais complètement anxieux, je savais que j'allais mettre un coup de pression à tout le monde et tout le monde avait passé une semaine de merde. Donc j'avais cette capacité d'arriver dans les meetings et d'être toujours assez plutôt bienveillant et toujours transformer les choses en positif. Donc une réorganisation difficile, je présentais ça un peu comme une opportunité pour tout le monde. Des objectifs compliqués à atteindre, je présentais aussi ça comme le fait que ça pourra leur servir dans leur carrière et ça pourra leur servir la prochaine fois qu'ils chercheront un nouveau job. Parce que faire des choses difficiles, ça montrera leur capacité à gérer la pression. J'étais
bon à transformer en fait toutes les choses négatives en super opportunités. Sauf que au fond de moi, j'étais en train de prendre toute la pression, qu'à la fin de chaque meeting, je fermais l'ordinateur et que j'étais extrêmement mal, stressé à l'idée d'atteindre tous ces objectifs. Ce que je communiquais à mon équipe, c'est pas du tout ce que je me communiquais à moi, à l'intérieur de moi. Et je pense qu'il y a peut-être un juste milieu entre être super confiant sur l'avenir et être un peu plus honnête sur ce qui est réellement en train de se passer. Mais moi non, j'ai décidé que au lieu de faire passer la pression sur toute mon équipe pour la diffuser, bah, j'ai pris toute la pression sur mon épaule. Et c'est ça le truc, la pression elle disparaît jamais. Vous connaissez cette phrase, rien ne se perd, tout se transforme. Bah, la pression c'est un peu pareil. Si elle se perd pas, elle se transforme et elle se transforme. La pression ne se perd pas, si tu ne la diffuses pas, alors c'est toi qui vas complètement la recevoir. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite. Je pense que j'aurais aimé leur dire que j'étais stressé, que je ressentais énormément la pression et que j'étais pas juste un homme de rock. Une autre chose que j'aurais aimé leur dire, et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est le truc en tout cas qui m'a fait le plus de mal, c'est que je leur mettais la pression sur des indicateurs de performance alors qu'une partie de moi ne croyait vraiment pas à ces indicateurs de performance. Je vous explique. J'étais manager dans les ventes. Ça veut dire que 40% de notre salaire, c'est des commissions. Donc moi, j'étais payé selon l'atteinte des objectifs de l'équipe, mais les gens de mon équipe étaient payés à 40%, c'est énorme, hein, selon leurs objectifs individuels, selon l'atteinte de leurs objectifs individuels. Donc si une personne se ratait, elle pouvait perdre 40% de son salaire. À l'inverse, si une personne réussissait très fort, bah, elle pouvait atteindre 100, 120, 130, 140, 150% de son salaire. Donc elle pouvait faire beaucoup d'argent. Mais t'imagines la pression sur leurs épaules. Et comment ça se passait? Le top management donnait des KPI, il donnait des objectifs à chaque personne, et moi, je communiquais ces objectifs aux gens de mon équipe. J'avais un peu le choix de repartager les objectifs un peu mieux, de les faire de façon plus juste au sein de l'équipe, mais à la fin, les chiffres, le chiffre global qu'on devait atteindre en tant qu'équipe, ça, j'avais aucun pouvoir de changement. Et lorsqu'une personne n'atteignait pas ses objectifs, premièrement, elle était handicapée par son salaire, mais en plus de ça, il fallait la mettre sur un plan de performance, et un plan de performance, c'est l'étape avant de se faire virer. Sauf que moi, j'estime que c'est jamais une personne qu'il faut blâmer quand il y a quand un objectif n'est pas atteint. J'aime pas blâmer juste un individu. J'estime que quand il y a un problème, c'est souvent un système qui est problématique. Peut-être que l'individu n'a pas de chance, parce que ça existe de pas avoir de chance. L'individu a peut-être des mauvais clients alors que son collègue a des meilleurs clients. Il a peut-être eu des objectifs bien trop élevés par rapport à ce qui est possible. Il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer qu'un individu ne va pas atteindre ses objectifs. Il a beau avoir toute la motivation possible, il a beau donner le meilleur de lui ou d'elle, s'il y a d'autres choses dans son environnement qui ne vont pas, cette personne ne pourra pas atteindre ses objectifs. Mais cette phrase que je viens de dire, c'est extrêmement difficile à comprendre pour le management. Le management veut des solutions faciles. Si on met des objectifs individuels et qu'une personne n'atteint pas ses objectifs, très facilement on peut savoir d'où vient le problème et on peut faire un plan d'action pour résoudre le problème, c'est-à-dire plan de performance puis licenciement de la personne. Donc j'avais un peu ces deux casquettes. Je faisais le bouclier pour mon équipe auprès de mon top management, où j'essayais d'expliquer un peu ce que je vous disais. Mais en même temps, j'allais voir les individus de mon équipe et je leur disais, guys, faut se bouger, il faut que vous atteignez vos objectifs, parce que sinon, vous allez vous faire virer. Et j'étais obligé de leur dire ça. Je pouvais pas leur dire, mais non, pas de pression, t'inquiète. Il y a le système qui est compliqué, si ça. Non, malheureusement, j'étais obligé de leur mettre la pression pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. La chose que j'ai bien faite, c'est que j'avais pas mal d'honnêteté, donc sans leur dire directement ce que je pensais des objectifs, j'essayais à chaque fois de leur dire que je ne les jugeais pas en tant qu'individu, je jugeais seulement leur réussite professionnelle, je jugeais seulement leurs compétences professionnelles, et j'étais honnête avec le fait que s'ils n'atteignaient pas leurs objectifs, moi j'étais qu'un simple maillon de l'entreprise, j'étais qu'une courroie de transmission et je devrais les mettre sur un plan de performance. Mais c'est affreux, j'ai été extrêmement mal à l'idée de faire ça. Mais malheureusement, j'avais pas le choix. Dans une entreprise avec 15 000 employés, vous vous doutez bien que ma personne ne va pas changer grand-chose à la façon dont sont évalués les employés. Et ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de mal en tant que manager. Dernier truc que je n'ai pas osé leur avouer, c'est que j'avais davantage peur de les décevoir que de me détruire. Je voulais être un bon manager, pas seulement pour atteindre les bons résultats, je voulais qu'ils se sentent soutenus, je voulais qu'ils progressent, je voulais qu'ils aient confiance en moi, je voulais pas qu'ils se sentent mal au travail, je mettais en priorité leur bien-être au travail,
versus protéger ma santé mentale. Et moi qui ai une anxiété de la performance dans le sport, avec ma manager, avec tout ce qui tourne autour de moi, j'ai commencé à avoir une anxiété de la performance avec 15 personnes qui jugeaient mon travail quotidiennement. Et ça, c'est difficile à gérer. Avec le temps, je pense que j'ai appris à gérer ça de mieux en mieux, à me détacher de plus en plus de leur regard. Mais à la fin, j'étais quand même connecté constamment, H24, pour répondre à leurs messages, pour qu'ils se sentent le mieux possible. Mais le truc, c'est que quand vous avez une équipe aussi grosse, il y a toujours un bateau qui coule. Et si tu vas être tout le temps sur le bateau... Et le truc, c'est que j'étais toujours sur le bateau qui coule pour aider la personne. Et donc, je coulais constamment. Et c'est très difficile, à la fin de la journée, de se détacher de ces bateaux qui coulent. C'est très difficile de se détacher de ça, et je pense que c'est là où j'aurais dû faire un meilleur travail. J'aurais dû leur dire que je peux pas absorber la pression de tout le monde. J'aurais dû leur dire que faire attention à son équipe, c'est aussi faire attention à soi-même, parce que je fais partie de l'équipe. Et c'est peut-être aussi un des trucs qui m'a mis qui m'a mis dans le caniveau, parce qu'un objectif qui était difficile à atteindre pour eux, je me mettais à leur place et j'essayais d'atteindre leur objectif avec eux. Une décision qui me paraissait incohérente, je trouvais une meilleure façon de l'expliquer pour qu'ils avalent le mieux possible la pilule. Ça, je pense que c'est vraiment une erreur de jeunesse. S'ils avaient une pression trop forte, j'essayais d'absorber la pression à leur place. Un meeting compliqué avec un client, je venais dans ce meeting. Mais le truc, c'est que tu peux pas faire tout ça. Ou en tout cas, j'avais un travail où il y avait constamment de la pression et constamment des urgences. Donc, je travaillais dans l'urgence constamment et je me voyais pas comme quelqu'un qui se sacrifiait, je me voyais comme quelqu'un de responsable. Mais je viens de me rendre compte avec le temps que j'étais surtout en train de me sacrifier. Donc voilà, c'est ces choses-là que je voulais expliquer. La difficulté de la vie de manager. J'espère que d'autres personnes qui sont managers se sentent un peu... sentent qu'ils vivent les mêmes choses, parce qu'on n'est pas tout seul, je pense qu'on est plein de personnes à sentir ces choses-là. C'est compliqué aussi de dire aux gens de son équipe ne sacrifiez pas votre santé pour le travail pendant que toi tu sacrifies ta santé pour le travail. Et j'ai remarqué d'ailleurs que on est toujours bon à donner des conseils aux autres, mais on est toujours extrêmement mauvais à se donner des conseils à soi-même, et surtout on a plus d'empathie avec les autres et on a beaucoup moins d'empathie envers nous-mêmes. Et si tout ça était à refaire, je pense que je ferais la même chose, parce que c'est comme ça qu'on apprend, mais je pense qu'il faudrait que j'apprenne à me détacher beaucoup plus de mes équipes. Bien évidemment, c'est bien de leur donner le mieux, de leur donner le plus de bien-être possible au sein de l'entreprise, mais c'est pas pour autant qu'il faut absorber la pression de tout un système, de toute une pyramide au-dessus de toi, parce que t'es juste un maillon, une courroie de transmission. Il faut pas prendre toute la pression, il faut aussi savoir être honnête avec son équipe, je pense, parfois. Il faut savoir aussi dire que des décisions, c'est de la merde, et que toi, t'es juste la courroie de transmission, et ça permet peut-être de lâcher un peu du lest. Et en plus de ça, je pense que mon management ne m'aurait pas forcément banni ou ne m'aurait pas forcément sanctionné si je faisais ce genre de choses. Et si mon management m'avait sanctionné si je faisais ce genre de choses, c'était leur problème, pas mon problème. Et ils pouvaient me virer. Au final, il vaut mieux se faire virer que perdre sa santé mentale et devenir complètement dépressif, comme j'ai pu l'être pendant de nombreux mois après le début de mon arrêt de travail. Et finalement, la question auquel je n'ai pas répondu, c'est la question de savoir, je l'ai noté, c'est quoi cette question ? C'est est-ce qu'on peut réellement protéger son équipe quand son propre rôle consiste à lui transmettre une pression que l'on considère déjà comme destructrice ? Je pense qu'on peut, en fait. Je pense qu'on peut protéger son équipe en étant, comme j'ai dit, le plus honnête possible, le plus transparent, en diffusant la pression auprès des gens de son équipe, tout en étant un bouclier et tout le temps en protégeant les intérêts de chacun. Je pense que c'est possible, mais qu'il faut de l'expérience et que j'avais peut-être pas cette expérience-là. Mais ce sera une bonne leçon pour mes prochains jobs si jamais un jour je retrouve un job de manager. J'espère que ça a résonné avec ce que certains d'entre vous ont déjà vécu. Je vous dis à bientôt, demain en fait, pour une prochaine vidéo. Et voilà. On est le 14 août, il fait 25 degrés dehors. C'est le meilleur moment pour manger une raclette. Une raclette! Regardez ce beau fromage. Il fait la taille de ma tête. Ouf! Mais bon, ça fait beaucoup de fromage pour moi tout seul. Hein. Mec, regarde tout ce qu'il y a pour moi tout seul. C'est ça en double. Oh, la dinguerie. Mais mec, elle s'est foutue de ma gueule, la meuf qui m'a servi le fromage. C'est un truc normal pour une raclette d'une personne. Non, c'est pas normal. On va mettre tout ça dans le fromage. Alors, en plus, je fais la raclette la plus pétée de l'histoire des raclettes. Parce que je vais le mettre au micro-ondes. Voilà, je prends ça. Est-ce que je mets pas la crème fraîche avec ? Si.
un peu de crème fraîche, et au micro-ondes. Et ça me fera ma raclette. Ma raclette, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Ma raclette d'août. C'est la racloute. C'est la racloute. Ma raclette d'août. C'est la raclette du burn-out. Ça va permettre d'aller mieux. Hop là, on met la crème fraîche. Sortie du micro-ondes, ma racloute. On sent vraiment que je suis célibataire cette semaine, enfin cette fin de semaine. Oh, elle a l'air bonne la racloute. Et vu que la racloute, ça manque quand même de légumes, j'ai rajouté 2 carottes. Donc ça me fait une racloute à la carotte. Une raclotte. Oh regardez, je vous montre la raclotte. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que ma raclotte, elle est pas incroyable? Voilà. Et avant la raclotte, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre quand même les antidépresseurs. Parce que c'est pas la raclette qui va augmenter la sérotonine dans mon cerveau. C'est désagréable de prendre deux pilules à la fois. Je vais tremper ma raclette, je vais tremper ma carotte dans la raclette. Mais c'est excellent. Ah mec, la carotte dans la raclette, c'est vraiment bon, ouais. Hein, vraiment.